Bonsoir, chers maîtres, bonsoir, chers collègues. Nous allons vous présenter le cours qui porte sur la mononucléose. Ce cours a été préparé par Dr Ciel, Dr Dorian et Diapo. Ok. Pour cela, nous allons aborder le plan suivant qui a été projeté. Diapo. En guise de définition, Diapo. En guise de définition, nous pouvons définir la mononucléose infectieuse comme une maladie infectieuse généralement bénigne causée par le virus d'Epstein-Barr. Donc, un syndrome mononucléosique est défini par une augmentation des éléments mononucléés du sang, les monocytes et les lymphocytes, qui sont supérieurs à 50% de la lignée blanche sanguine et par la présence d'au moins 10% des grands lymphocytes hyperbasophiles. La mononucléose infectieuse est la cause la plus fréquente des syndromes mononucléosiques. Diapo. Comme intérêt sur le plan épidémiologique, il faut noter que la moitié de la population est infectée de façon asymptomatique ou peu symptomatique avant l'âge de 5 ans. Alors, l'incidence de la maladie est la même pour les deux sexes et la maladie peut être acquise à tout âge. La mononucléose infectieuse passe souvent inaperçue chez les enfants d'âge préscolaire. Elle est plus fréquente chez les adolescents en milieu scolaire. L'incidence est plus élevée entre 14 et 16 ans pour les filles et entre 16 et 18 ans pour les garçons. Sur le plan thérapeutique, la guérison elle est spontanée, mais il faut noter qu'il y a également des risques de complications graves, même si elle demeure rare. Sur le plan pronostic, l'infection par le virus d'Epstein-Barr confère une immunité qui est permanente. La prévention, malheureusement, il n'existe pas de vaccin contre la mononucléose infectieuse. Diapo. Avec quelques rappels, nous pouvons dire que le virus, il est le virus responsable de la mononucléose infectieuse est l'Epstein-Barr, comme on l'a dit tantôt, l'Epstein-Barr virus, qui est un virus à acide désoxyribonucléique à ADN de la famille des herpès viridae. La transmission se fait essentiellement par la salive et nécessite un contact étroit, d'où le nom de la maladie du baiser qui lui a été donné. La transmission sexuelle de l'Epstein-Barr virus a récemment également été évoquée. Il existe exceptionnellement une transmission par transfusion ou par transplantation d'organes. On note deux pics de séroconversion pour l'Epstein-Barr virus. Le premier pic survient dans l'enfance, entre 2 et 4 ans, essentiellement dans les pays en développement. La primo-infection est alors le plus souvent asymptomatique. Le second pic survient à l'adolescence dans les pays développés. La séroconversion est alors symptomatique dans 50% des cas. Environ, voilà, dans 50% des cas. C'est la mononucléose infectieuse. Diapo. Le virus infecte de façon lytique les cellules épithéliales du pharynx et des glandes salivaires. Donc, il pénètre par voie oropharyngée et rejoint les lymphocytes B de manière directe ou après avoir traversé le tissu amygdalien. La pénétration de l'Epstein-Barr virus dans les cellules B entraîne une prolifération polyclonale des lymphocytes B, responsable de la prolifération des lymphocytes cytotoxiques. Le virus reste ensuite à l'état latent dans les lymphocytes B du sang circulant. Diapo. Les signes et les symptômes de la mononucléose infectieuse sont variés, allant de l'absence de symptômes, comme on l'a dit précédemment, surtout chez les enfants, à de graves complications qui demeurent quand même assez rares. Donc, l'incubation est de 4 à 6 semaines. Diapo. Comme signe fonctionnel, on peut retrouver une fièvre qui est prolongée, d'intensité variable, des céphalées, un malaise général, une anorexie, des myalgies, des nausées. Diapo. Comme autre signe clinique, on peut retrouver des adénopathies qui prédominent au niveau des aires cervicales, surtout
souvent douloureuses. Les autres aires ganglionnaires étant libres ou avec des ganglions de petite taille. Une splénomégalie modérée sans hépatomégalie ou alors une hépatomégalie modérée aussi, mais qui n'est pas douloureuse, est souvent retrouvée. Une angine érythémateuse ou érythémato-pultacée, parfois pseudomembraneuse et épargnant la luette, elle est parfois sévère et de type ulcéro-nécrotique. Un purpura péticial du voile du palais est parfois présent. Un exandème avec rache du visage et une éruption maculeuse plus généralisée, parfois provoquée par la prise d'ampicilline. Donc là, nous avons quelques images par rapport à l'angine pseudomembraneuse qui est due à Epstein-Barr virus qui préserve la luette et les purpura. Diapo. À la paraclinique, l'hémogramme et l'examen du frottis sanguin montrent la présence d'un syndrome mononucléosique. Le bilan hépatique note une élévation modérée des transaminases qui est quasi constante et la CRP est augmentée. Alors, seule la mise en évidence de la primo-infection par l'Epstein-Barr virus confirme la mononucléose infectieuse. Le diagnostic de primo-infection par le virus d'Epstein-Barr virus est confirmé par la positivité des anticorps IgM anti-VCA ou l'ascension à 2 examens successifs du taux des anticorps IgG anti-VCA et l'absence d'anticorps anti-EBNA. Dans la primo-infection, l'IgM anti-VCA est positif, plus précoce, et l'IgG anti-EBNA est négatif et qui est plus tardif. Une infection ancienne va montrer des IgM anti-VCA négatifs et des IgG anti-EBNA qui sont positifs. Le diagnostic direct par biologie moléculaire, par polymérase chaîne réaction PCR, permet de quantifier la charge virale d'Epstein-Barr virus. Diapo. Comme évolution, la guérison de la mononucléose infectieuse est le plus souvent spontanée en 3 ou 4 semaines. Diapo. Alors, en dehors de l'évolution favorable, des complications peuvent survenir à titre d'anémie hémolytique auto-immune qui est caractérisée par une positivité du test de Coombs direct et la présence d'agglutinine froide, la régénération médulaire et la réticulocytose également élevée est retrouvée. On peut aussi avoir une thrombopénie auto-immune pouvant justifier la réalisation des myélogrammes afin de confirmer la nature périphérique de la thrombopénie. Une pancytopénie également habituellement modérée, retrouvée. L'atteinte neurologique avec neuropathie périphérique ou syndrome de Guillain-Barré, atteinte méningée également avec une méningite ou une encéphalite peut être également retrouvée. Une hépatite cytolytique avec ictère ou une obstruction des voies respiratoires supérieures en raison d'une hypertrophie importante des amygdales peut également être retrouvée. Par ailleurs, on peut aussi avoir des atteintes cardiaques telles que des myocardites, des péricardites, une atteinte rénale avec des glomérulonéphrites, pulmonaires avec des pneumopathies interstitielles. Et l'évolution également, les complications également peuvent être émaillées de décès. Comme diagnostic positif, plusieurs arguments permettent de poser le diagnostic, notamment les arguments anamnestiques avec les signes fonctionnels, les arguments cliniques, les signes cliniques énumérés précédemment, et les arguments paracliniques avec la présence d'un syndrome mononucléosique à l'hémogramme et le frottis sanguin, le dosage des anticorps IgM anti-VCA et IgG anti-EBNA. Diapo. Comme diagnostic différentiel, devant une angine pseudo-membraneuse, on peut éliminer une diphtérie, des hémopathies. Devant un syndrome mononucléosique, éliminer les autres causes de syndrome mononucléosique, la primo-infection à cytomégalovirus, la toxoplasmose, la primo-infection à VIH, la rubéole, les allergies médicamenteuses. Diapo. Dans le diagnostic étiologique, le germe, comme nous l'avons dit précédemment,